Aujourd'hui, je suis avec Pierre-André Aubert, qui est le fondateur du restaurant Le Présage. Donc, c'est un restaurant que la presse décrit souvent comme le premier restaurant solaire d'Europe. Ce qui est vrai, mais ce qui est un petit peu réducteur, parce qu'en fait, ils ont poussé beaucoup plus loin l'expérimentation. Et plus je découvre cet endroit, plus je me rends compte qu'en fait, ici, on fait un voyage culinaire en 2050, notamment autour d'un futur qui serait assez délicieux. Bonjour Pierre-André. Salut. Peut-être avant de faire un petit tour des installations, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce que vous avez mis en place, pour qu'on ait un peu de contexte et qu'on comprenne de quoi on parle, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres sur ce lieu, à la fois peut-être en termes de taille ou de nombre de couverts, parce que c'est ce qui, j'imagine, un peu parle dans le milieu de la restauration, et puis peut-être même aussi en termes de budget pour ce genre de bâtiment. Alors du coup là on est à Marseille, dans le 13e arrondissement, donc c'est un peu en dehors de la ville, entre la campagne, voilà, les collines et la ville. On est sur un terrain de 2700 mètres carrés avec un bâtiment qui fait globalement 200 mètres carrés d'exploitation. Donc une salle de restaurant avec 60-65 couverts intérieurs. On a une terrasse également et voilà, une cuisine. Donc, globalement, on est aujourd'hui 5-6 pour faire tourner le restaurant de manière voilà, normale. Et ben peut-être qu'on peut visiter vos installations. Ouais, avec plaisir. En commençant par le système de cuisson. Bah oui, le fourneau, ouais, évidemment. Bah voilà, là c'est le fourneau tel que on l'a développé. Donc il y a une partie par ici qui est la partie backup, donc voilà, électrique, et puis on a la partie solaire thermique vraiment. Et donc le principe est assez simple, hein. On a dehors là un magnifique miroir qui est magnifique de Wolfgang Schaeffler qui a inventé ça et avec qui on a travaillé pour le construire. Donc c'est un miroir qui concentre la lumière finalement à travers le mur, à l'intérieur du fourneau, sous cette plaque en fonte. Là il y a un deuxième miroir qui renvoie la lumière finalement sous la plaque en fonte et c'est la lumière qui choque directement la plaque en fonte. En 1 heure, on va atteindre 400 degrés au centre de la plaque. Donc à partir de là, j'ai un feu fort. Et puis si je veux diminuer le feu, je déplace la casserole sur les côtés et j'arrive à avoir toutes les températures. Ouais, ça c'est ce qui a été hyper intéressant. Enfin, du coup, sur les précédentes interviews que j'ai fait, j'avais plutôt montré le modèle de Lightfire. Toi, du coup, tu es plutôt parti sur un réflecteur Schaeffler. Enfin, on verra après plus précisément comment ça fonctionne. Et peut-être, en fait, finalement, ton apport, ça a été de combiner ce réflecteur à une plaque coup de feu. Ouais, c'est vraiment ça qu'on a réalisé nous. L'idée du Schaeffler, la première chose, c'était de pouvoir travailler à l'intérieur. Parce qu'en cuisine, on continue devant le fourneau. Ouais. Donc on se doit d'être à l'ombre déjà pour pouvoir cuisiner pas au soleil, parce que sinon on meurt de chaud. Et aussi d'être dans une ambiance propre, une cuisine aux normes, et ainsi de suite. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée-là du Schaeffler qui permet de travailler en intérieur. Et ensuite, ma volonté à l'époque, moi j'ai une double casquette, j'étais ingénieur dans une première vie, puis j'ai passé un CAP de cuisine il y a 15 ans, et voilà. Après des expériences en cuisine, j'ai voulu développer ce projet. J'avais travaillé sur ce type de plaque coup de feu, ça s'appelle. Et donc au centre, on a un feu fort. Et sur les côtés, on a les autres températures. Et ça, c'est vraiment pratique en fait en tant que cuisinier. Donc c'est ça que j'ai voulu retrouver et de le faire avec du soleil. Et donc la conjonction des deux, le miroir Schaeffler et nous, ce qu'on a développé pour pouvoir avoir ce miroir secondaire un peu et cette plaque, donne le fourneau qu'on a là. Et comment t'en es venu à t'intéresser du coup à la technologie Schaeffler en particulier? Enfin finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment c'est ça En fait, c'est un parcours assez classique de curiosité. D'abord la cuisine, voilà, travailler les produits locaux, les herbes, les trucs sauvages. Et puis en fait, je me suis dit, ce serait chouette de pouvoir cuisiner des produits locaux avec de l'énergie locale. Moi, je suis originaire de Marseille, donc du soleil, il y en a à gogo. Et j'ai regardé, en fait, à l'époque, il y avait rien qui existait. C'était 2012, je dirais, 13 peut-être. Et il n'y avait pas de cuisine professionnelle solaire. Alors, il y avait plein d'outils, voilà, les fours en tube, voilà, exactement. Mais il n'y avait rien adapté à la cuisine professionnelle. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui existe qui pourrait s'en rapprocher? C'est là que j'ai découvert les miroirs Schaeffler. Et je me suis dit, il manque une petite brique pour vraiment qu'on puisse faire de la cuisine comme moi j'avais envie de la faire finalement avec cette finesse parce que je peux gérer les cuissons comme je veux. Et on peut peut-être aller voir le réflecteur. Ouais, grave, avec plaisir. Alors comment fonctionne ce miroir? En fait, c'est relativement simple. C'est un miroir qui va renvoyer la lumière. Mais comme il est légèrement incurvé, toute la lumière qui arrive dans le miroir va être concentrée, finalement renvoyée directement dans le miroir secondaire, sous la plaque en fonte. Et là, le miroir secondaire renvoie ce faisceau de lumière concentrée sous la plaque. Et en fait, c'est ça qui chauffe directement notre plaque en fonte. Et comment vous avez dimensionné la taille du miroir Alors en fait, on a dimensionné ce miroir parce qu'on avait un miroir de 8 mètres carrés qu'on utilisait déjà pour nos premières expérimentations, la guinguette. En fait, c'était légèrement pas assez puissant. Donc on s'est dit on aimerait bien un petit peu plus puissant, mais pas non plus
besoin d'en faire beaucoup plus. Et donc quand on a discuté avec Wolfgang, il nous a dit bah nous on fait des 10 mètres carrés là, ils sont bien, et c'est parfait pour ce qu'on voulait faire. On arrive vraiment à avoir des performances similaires finalement à ce que serait une plaque avec du gaz en dessous. Carrément. Alors ce qu'on n'a peut-être pas précisé aussi, c'est que pour des enjeux de viabilité économique, vous avez aussi un complément pour les électriques, pour les jours où il n'y a pas assez de soleil. Là par exemple sur la première année d'activité, est-ce que tu as un petit peu en tête les ordres de grandeur sur le ratio entre nombre de jours qui fonctionnent au soleil et nombre de jours qui fonctionnent Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'on a eu une année à Marseille où il a fait mauvais. C'est la pire année. Mars a été le mois de mars le moins ensoleillé depuis qu'il y a de l'enregistrement de météo à Marseille. Donc du coup voilà, c'est un peu. Par contre, ce qu'on sait, c'est que entre avril, parce qu'en fait on existe depuis quelques années déjà. Donc entre avril et octobre, on utilisait 80% du temps le solaire pour le midi. Donc du coup ça c'est quelque chose qu'on a réalisé quoi. Oui, peut-être qu'on peut peut-être raconter un peu cette histoire-là parce qu'en fait là le restaurant ça fait presque un an qu'il est ouvert. Presque un an. Mais en réalité cette aventure sur la cuisson solaire ça fait plus de 10 ans que que ça te travaille, que tu travailles dans ce secteur-là. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé, peut-être l'étape avec la guinguette? Bien sûr. Ça commence par cette envie de se dire allez, est-ce que c'est possible de faire juste de la cuisine solaire avec ces trucs-là? Donc le début c'est aller rencontrer Wolfgang Scheffler, aller récupérer un miroir comme celui-ci, le ramener en France, commencer à travailler dessus, faire un premier prototype de fourneau, qui marche pas d'ailleurs. Puis un deuxième avec une ferronnière d'art, avec Olivier Nat, un associé qui est artiste et concepteur. Et voilà, on fait des premiers tests, on commence à faire une petite campagne Ulule pour avoir 2-3 sous pour pouvoir monter une installation hyper précaire, rudimentaire. Hein. Ça c'était en quelle année du coup? C'était 2015-2016, on fait les premiers repas dans ce qui était même pas un restaurant, c'était une expérimentation. Il fallait devenir membre d'une structure associative de l'époque. Non, mais voilà, c'était une manière de commencer. Il y avait 3 comptoirs, le fourneau, une table et c'est tout. Il y avait pas d'eau en cuisine. Enfin, c'était même pas une cuisine quoi. Il y avait rien. Il y avait juste un petit frigo. Enfin voilà. Donc c'était juste de dire, on a tenu 2 mois juste pour dire, allez, on ouvre, on fait quelque chose. Parce que c'est notre manière de faire, c'est-à-dire on se fait connaître. L'année d'après, en 2017, on tient 5 mois avec une installation un peu plus agréable, avec un peu d'ombre notamment, avec un peu d'électricité, une plonge dans la mini cuisine d'extérieur qu'on s'était créée sur un parking en bord de route qu'on nous avait mis à dispo. Donc voilà, c'était vraiment histoire de dire allez, on teste, on voit un peu, on se fait connaître et puis ça nous a permis de finalement signer une promesse de vente pour le terrain qu'on a finalement acquis ici à Château-Gombert et de structurer l'entreprise et ainsi de suite. Donc voilà, on passe quelques temps à lever un peu de fonds histoire d'avoir les sous pour construire le bâtiment, enfin même pas pour construire, pour juste commencer à payer l'architecte pour qu'il puisse déposer les plans et voilà, un peu avancer, structurer notre projet. Et on arrive à début 2020, on va dire, où on se dit le projet il coûte un peu cher, il faut qu'on le retravaille. Parce que voilà, l'architecte il a fait quelque chose de très très beau, mais beaucoup plus, à l'époque en tout cas, c'était beaucoup plus cher que ce qu'on pouvait se permettre. Donc on a dit bon, on temporise, on va retravailler ça et on va faire une guinguette. Comme ça, en attendant, on réouvre pour 2020. On avait prévu d'ouvrir. On avait prévu d'ouvrir. Année pour les restaurateurs. Ouais, mais on a réussi quand même à construire cette guinguette pendant le Covid. Le fait qu'elle soit en extérieur, est-ce que finalement ça vous a pas permis de un peu, mais les terrasses étaient quand même limitées. Donc en fait, on s'est retrouvé à ouvrir en septembre 2020 pour 2 mois. Et gros carton, vraiment gros carton, ça débloque des trucs, ça fait qu'on peut finalement s'installer sur le terrain avec la guinguette, parce qu'on n'était pas là au tout début. Donc en avril 2021, on arrive à installer la guinguette, ça se passe bien, on peut parler de nous, on continue, on arrive à se faire connaître, on continue 2022 en réussissant à acheter le terrain, on avait commencé à lever les fonds, donc on a 128 investisseurs qui ont pris des parts dans la société puisqu'on est structuré sous forme SAS et ça nous a permis de débloquer les crédits à la banque et ainsi de suite pour finalement finaliser et attaquer les travaux courant 2023, mai 2023 je crois. Et voilà, 1 an de travaux, un peu plus même et voilà, on ouvre juin 2024. J'imagine qu'il y a eu quand même pas mal de péripéties, d'aspects techniques, juridiques. On va pas rentrer là-dedans tout de suite. Je veux bien qu'on finisse de faire un petit tour. Notamment, je veux bien qu'on aille voir le jardin nourricier parce que je trouve que c'est aussi un des trucs qui est assez incroyable dans ce que vous avez fait ici. Donc c'est parti, je te suis. Allez, c'est parti. Là, je risque pas de te montrer 2 choses avant le jardin nourricier. Il y en a une, c'est ces briques là. En fait, c'est des briques de terre crue. Donc, c'est de l'argile qu'on a récupérée dans les fondations du bâtiment, qu'on a mélangé avec un peu de végétaux. C'est pas nous qui l'avons fait, hein, c'est rats de terre. Ça permet de rajouter de l'inertie dans le bâtiment. Donc, en gros, quand l'hiver, il y a du soleil qui chauffe ces briques-là, ça va emmagasiner la chaleur, ça va la restituer après. Et c'est un peu la même chose qu'on a fait en utilisant cette argile
pour faire les finitions intérieures. Et donc c'est vraiment la couleur naturelle de l'argile qui était présente et qui nous permet d'avoir une belle finition qui garde aussi la perspirance du mur, qui est assez donc chouette. ce qui est doublement chouette, c'est que c'était un matériau qui était sur place. Ouais. Et du coup, pour les performances énergétiques du bâtiment, c'est mieux. Donc, ouais, voilà, ça rajoutait un peu, il fallait rajouter de l'inertie, donc on se dit, Ouais. tant mieux, c'est ça qui va être utilisé, quoi. Carrément. Et sur le projet, il y avait depuis le début cette envie d'avoir un jardin, alors, parce que en tant que chef, tout ça, juste la magie de pouvoir se dire, je cueille, je mets dans l'assiette. T'as un peu créé le resto dont rêveraient tous les chefs pistos écolos. Ouais, évidemment, en fait, parce que c'est beau. Après, il faut le faire vivre, il faut que économiquement soit viable et tout, hein. Donc c'est un beau défi. Mais oui, il y a ce côté-là, et aussi parce que ça colle avec l'histoire qu'on a envie de raconter. C'est-à-dire que c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les plantes? Quelles sont les herbes qui poussent? Quelles sont les fleurs? Et du coup, comment on va les cuisiner avec les énergies qui sont disponibles localement, majoritairement. Et c'est vraiment ce jeu-là qu'on essaye de traduire dans notre assiette. Donc voilà, on a un petit jardin qui va produire plus des touches de goût pour chaque assiette, plutôt que de vraiment nourrir le restaurant. Il faudrait presque 10 à 20 fois ça pour vraiment alimenter les 60 vous couverts. approvisionnez quand même majoritairement en produits locaux. Évidemment. Mais le jardin, il est plus là pour rajouter des saveurs. Et d'ailleurs, j'ai découvert aujourd'hui qu'il n'y avait pas de poivre et pas d'épices exotiques utilisées Dans au notre cuisine, présage. ouais. Ça, c'est la cohérence aussi du lieu. Est-ce que aussi le fait qu'il y ait des asperges dans le logo, il y a une petite histoire autour de ça? Oui, évidemment. C'est déjà asperges présage. C'est un jeu de l'aide d'anagramme. Et c'est aussi la beauté qu'il y a dans l'éphémère, le sauvage et le comestible. C'est-à-dire que les asperges, il y en a plein autour là. Il y en avait d'ailleurs sur le terrain le jour où on est arrivé le visiter. C'était en mars 2018, je crois. Et donc c'est un petit peu ce symbole de ce qui est beau, ce qui est éphémère, et un peu presque du luxe que je trouve. Mais voilà, un luxe simple qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil au végétal dans notre nom. Trop chouette. Et alors, qui gère l'entretien de ce jardin du coup? Là, c'est Mona. Alors, il y a toute une partie. Le terrain était tout pourri, hein. Donc, c'était un ancien délaissé qui avait servi de base de vie à la construction en face. Donc, c'était vraiment tout pourri. Donc, on a tout retravaillé, redessiné avec l'aide du conseil en permaculture. C'est Romain Criquet de Culture Permanente qui a fait ça, avec des paysagistes qui ont bossé pour traduire cette conception de permaculture en truc réalisable par une entreprise. Et donc voilà, on a déjà cette grosse partie terrassement, un peu mettre en place les différentes zones qui a été réalisée, parce que vous voulez le faire aussi rapidement pour que dès l'ouverture, il y ait quand même ce jardin qui soit en devenir. C'est évident qu'il va prendre 2-3 ans avant d'avoir une première maturité. Dès le début, on voulait qu'il y ait un petit peu ça, parce que évidemment le jardin participe à l'écosystème du lieu, et donc on voulait que ce soit déjà un petit peu en route. Et voilà, on va avoir des planches maraîchères, des trucs assez classiques, avec des lignes de plantation, un peu des tomates, un peu des choux, des courgettes, des choses qui ont du goût, beaucoup de piments, beaucoup d'herbes, énormément d'aromatiques. Pas mal de fleurs aussi comestibles, j'ai vu là, dans les plats que vous aviez déjà servi là ces précédents jours. Ça a été aussi utilisé. Ouais, clairement. Ça c'est un peu le petite cerise, hein. Mais il y a un peu de sauvage qu'on a laissé, donc on va avoir les mauves, on va avoir les moutardes, les chrysanthèmes japonais. On a quelques trucs qui sont vraiment de l'ordre du sauvage et comestible. Et puis on va avoir des fleurs qu'on a plantées. Qui vont être les sauges, qui vont être là-bas, je vois, il y a de l'hysope, il y a la sarrette qui va venir. Alors ça reste des aromatiques, ça reste quelques trucs, mais ça permet de rajouter du goût. Après, je trouve que ça contribue vraiment à l'ambiance du lieu aussi, le fait que ça soit beau, qu'on s'y sent bien. Enfin, cette verdure, c'est agréable. Donc, Ouais, clairement. Et puis voilà, c'est Mona du coup qui aujourd'hui gère la partie jardin. Donc Mona est employée et va mettre en œuvre cette stratégie, cette vision de comment on fait un peu du comestible et du à la fois un peu sauvage dans certaines parcelles, elle est là-bas d'ailleurs, et un peu du cultivé, parce que y a une partie évidemment qu'on souhaite avoir en cultivé. Génial. Alors peut-être maintenant, la question que j'avais, c'était aussi sur ce bâtiment là qu'on aperçoit un petit peu devant nous. Pareil, qui fait partie de toute la logique du projet, d'avoir créé un bâtiment bioclimatique. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ses caractéristiques? Oui, le bâtiment bioclimatique, donc c'est aussi pour ça qu'on est allé voir cet architecte Jérôme Solari qui a fait pas mal de choses comme ça. L'idée, c'est que on est en Provence, à Marseille. Il y a beaucoup de soleil l'hiver, donc il faut pouvoir l'utiliser pour bénéficier de cet apport d'énergie. Et il y a trop de soleil l'été, donc il faut s'en protéger. D'où les casquettes qui sont là-haut, qui permettent de protéger le bâtiment du soleil. Donc le soleil ne rentre pas dans le bâtiment l'été. L'hiver, on va être très content de pouvoir lui faire
le faire rentrer dedans. Vous êtes en train encore de mettre en place. Énormément, oui. Voilà, il y a encore plein de choses. Je sais qu'il y a la question épineuse du biogaz, Ouais. qui est surtout épineuse parce qu'en fait, il y a beaucoup de contraintes Non, elle est drôle. juridiques autour de ça. Mais Ouais, oui, c'est drôle. une chouette histoire. Du coup, comment ça s'est passé pour vous d'expérimenter ça sur le biogaz? Alors sur le biogaz, c'est assez particulier parce qu'en fait, on l'a déjà testé quand on était justement un peu en mode expérimental, pas trop connu. On a acheté un kit en Chine, on l'a mis en route. Donc l'idée, c'était de faire de la microméthanisation. Exactement, tout petit. C'est le kit, il fait 2 mètres sur 1 mètre sur 2 mètres de haut, quoi. Donc c'est vraiment une cuve. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, mais voilà, c'est une cuve dans laquelle on fait des smoothies de légumes ou de biodéchets. Ça fermente avec des bactéries qui sont présentes dans la bouse de vache. Donc on est allé chercher la bouse de vache fraîche localement pour démarrer le truc. Et voilà, ça fermente, ça fait du gaz. Ouais. Le gaz, il y a une petite pompe qui le met sous pression pour pouvoir avoir du feu à un brûleur. Et voilà, c'est parti, quoi. Et c'est assez bluffant parce que les déchets de Vancouver donnent quasiment, 20-30 minutes de gaz le lendemain, quoi, en continu. Donc voilà, ça marche hyper bien. Oui, et ça aurait pu être chouette pour gérer Total, cette question de total, l'énergie total. intermittente. Voilà, les Bien jours où sûr. vous n'avez pas de soleil, si vous utilisez le gaz que vous produisez vous-même, ça semble idéal. Ouais, et ça marche très bien. La problématique, elle est plus réglementaire. Aujourd'hui, au restaurant, on traiterait entre 5 et 10 kilos de déchets par jour. Et on doit respecter les mêmes normes qu'une usine qui traitait 2 tonnes de déchets par jour. Donc évidemment, voilà, c'est normal qu'il y ait des normes et Bien que sûr. voilà, la loi est souvent en retard sur l'usage. Et donc la problématique, c'est que comment on fait pour soit déroger à la règle, soit trouver un cadre dérogatoire, soit un cadre expérimental. Alors on a un peu essayé, on a discuté avec pas mal de services de l'État qui sont hyper intéressés par ce qu'on fait, mais on n'a pas réussi à trouver cette niche, cette manière de faire qui permettrait de le faire de manière tout à fait légale. Donc aujourd'hui, on est un peu bloqué là-dessus, ce qui est un peu absurde parce que les mêmes services de l'État nous ont dit par contre, si vous le faites, vous nous tenez au courant parce que franchement, on aimerait bien avoir des données. Tout le monde et se voilà. regarde un petit peu en se disant qui le premier va dire oui Non, pour mais que voilà, moi je puisse dire oui parce que comme ça c'est je hyper serai pas sûre, intéressant et en même temps, nous, on n'a pas les épaules, les finances pour Bien porter une expérimentation comme ça. Il y a Ouais, d'autres grands vous avez groupes déjà comme plein voilà d'autres qui le fait. défis à relever pour que Euh, tout ça puisse se développer. Donc, Mais voilà, ça ouais, marche bien. complètement. Il y a des petites unités qui fonctionnent très bien. Donc voilà, peut-être un jour, on aura notre petite unité de biogaz Ouais. et qui nous permettra tout simplement de faire des grillades au barbecue sur la terrasse, quoi. De raconter Bah, un de peu. toute façon, quand tu expérimentes un peu des nouvelles manières de produire, de faire ton activité, tu es un peu aussi dans ces zones de marge là où il n'y a pas encore le cadre légal pour accueillir ce Parfois, que tu oui, fais. c'est Mais bon, difficile. on a aussi besoin en fait de ces premières expérimentations qui se font comme ça. Sachant que c'est des choses qui existent depuis longtemps. Hein. Bien C'est sûr. pas, enfin, le gaz typiquement, c'est pas expérimental. Non, bien donc c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Il y en a à travers le monde entier. Et nous, Français, on était pionniers dans les brevets, dans tout ça, dans les années 70, je crois, 80. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé sur la partie création de ce bâtiment? Parce qu'on parle pas d'un petit bâtiment avec un petit budget, c'est quand même un gros truc que vous avez fait. Ouais. Voilà, techniquement, financièrement, comment ça s'est passé tout ça? En gros, ça part de, il y a une idée, un peu un dessin, voilà, on va voir cette archi. On se dit que on tire un peu des plans en disant bon, il faut tant de mètres carrés. On essaie de faire un business plan finalement. Donc tant de mètres carrés, les prix qu'on peut faire pratiquer ici par rapport à la zone, ce qu'on avait envie de faire aussi. L'ambition quand même qui était dès le début de faire un bâtiment exemplaire, labellisé d'ailleurs par un truc bâtiment durable méditerranéen. Et donc on va le voir. Finalement, on travaille un peu à ce programme et on arrête sur un programme. Un programme, c'est-à-dire les superficies, combien de légumeries, combien de salles, combien de cuisines, et en gros un prix. 600 000 € hors taxe, qui paraissait un truc jouable. Là-dessus, l'architecte de travail dépose le permis, nous fait des propositions, est très content. Puis arrive un premier vrai chiffrage de sa part, et là on est à 900 000 €. Et là on fait, il a oublié un truc. Le bâtiment est magnifique, mais en l'état, notre business plan, il marche plus. Donc on se dit, ok, c'est pas grave, on va retravailler ce truc-là pour revenir. Donc on enlève des mètres carrés, on enlève du bois, on enlève des trucs, on enlève des matériaux un peu plus nobles. Et en fait, c'est une bonne chose qui nous arrive finalement, parce que comme on pouvait pas de suite chercher des sous, lancer la construction et tout ça, parce que ça marchait plus, on s'est dit pendant le temps qu'on retravaille ça, on va faire la guinguette. Et ça va nous permettre de survivre et de continuer l'aventure. Oui, et puis finalement, cette étape intermédiaire de la guinguette, elle vous a permis, à moindre frais, de tester plein de choses. Quand je dis la guinguette, en fait, c'était un conteneur maritime qu'on a transformé en cuisine avec des miroirs qu'on Un a réflecteur, derrière. mais qui était plus petit, Voilà, c'est ça? mais voilà, qui fonctionnait sur le même principe. Et donc ça me permet de, avancer, faire des trucs, clairement, et puis me faire connaître, et puis. Et donc on a réussi à réduire un petit peu l'enveloppe du bâtiment pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus, mais qui nous paraissait jouable. Et donc on a lancé ça, on a trouvé des investisseurs, en fait, on a fait une campagne pour lever des fonds. On s'est structuré à cette époque-là sous forme d'une SAS.
société par action simplifiée. Ça nous paraissait la structure la plus adaptée à ce montage-là. Finalement, même si on essaye d'avoir une gouvernance plus horizontale, partagée, tout dans ça, l'air tout du ça. temps aussi. Mais globalement, lever les fonds, structurer tout ça, c'était se rajouter encore une difficulté de se mettre en scope, par exemple, ou de faire un montage avec une SCI qui était. Donc on dit bon ok, c'est une SAS qui va porter le projet, qui va porter le projet à la fois immobilier, achat du terrain, construction, et tout ça, et exploitation. Ok. Des fois on sépare les deux. Ouais. Là on trouvait que c'était tellement intimement lié que finalement. Si c'était des bureaux d'entreprise, bon, bah, c'est une entreprise ou une autre, c'est pas grave. Là, ouais, t'as le jardin, le machin, le truc, le bâtiment, il est fait pour le solaire. C'est clair. Donc bon, ça nous permettait d'avoir aussi une seule structure qui serait financée et qui donc a certes beaucoup de dettes, mais qui a en contrepartie, détient le foncier. Donc voilà, c'était un jeu qui nous paraissait intéressant d'être comme ça. Et donc on a trouvé 128 investisseurs de 500 à 20 000 euros, qui nous a permis de réunir les fonds propres nécessaires à débloquer le financement bancaire qui était nécessaire pour l'opération en entier. Donc voilà, ça c'était la première partie. Et puis après, on rentre avec recherche d'entreprise, le chantier à proprement parler, et tu te rends compte que c'est plus cher que ce qui avait été estimé, et que finalement, on atterrit à presque l'un dans l'autre, hein. Parce qu'il y a eu des changements, nous aussi on a fait des petits changements de notre côté. On va être à entre 30 et 40% de surcoût par rapport à ce qu'on avait financé en premier lieu. Donc on a dû refinancer en cours de chantier et forcément ça impacte un peu les opérations, la manière dont on a ouvert, dont on a équipé le restaurant et de ce qu'on a pu mettre en route tout de suite, puisque voilà, il faut avoir la viabilité économique qui aujourd'hui est encore pas tout à fait atteinte. Donc c'est ça l'objectif, pour que une fois que ce soit stable, on puisse déjà se dire c'est chouette, on peut commencer à bâtir un petit peu plus tranquillement, après voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Oui, c'est ça qui est chouette aussi dans votre fonctionnement, c'est à la fois que tu n'aurais pas pu porter ce genre de projet tout seul, donc forcément c'est un projet collectif. Et là, même si je t'interviewe toi aujourd'hui, faut avoir bien conscience que c'est quelque chose avec des gens qui te suivent aussi des équipes que tu as finalement aussi depuis longtemps. C'est des associés, c'est plus des équipes en fait. Exactement. C'est-à-dire que par exemple Clément et Thierry qui sont là depuis un moment. Clément, il a rejoint le projet en sortie de son école de cuisine en 2017. Donc il vient en mode, en plus vraiment, je viens. On m'appelle, j'ai trouvé un truc, je viens faire un stage, c'est pas payé, pas grave, je suis au camping à côté, je me débrouille. Et ça commence comme ça. Et en fait, sur kiff. Et tout de suite, on se dit, ok, si tu veux être dans l'aventure, on te file le départ du projet. Enfin, tu vois, t'es associé dès qu'on crée la boîte et on est comme ça, 7 associés dès le début. Alors, même si on n'est que 4 à travailler à plein temps dedans, parce que les 3 autres n'ont pas vocation à travailler dedans, tout simplement. Hein. On a ce côté-là, et il y en a d'autres qui ont peut-être pas un statut d'associé parce qu'ils n'ont pas pu mettre des sous tout, mais dont la vie est tellement importante qu'il n'est pas concevable de faire des réunions sans ses employés. Mais... Enfin, voilà, il y a une autre relation qui se crée. Eh merci beaucoup en tout cas pour cette explication du lieu. Je peux qu'inviter les gens à venir faire cette expérience culinaire parce que c'est vraiment la meilleure manière de voir ce que vous faites ici. Et je mettrai tous les liens vers le présage. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt à notre table. Si tu souhaites recevoir chaque mois des conseils pour bifurquer dans la low-tech et réussir à rendre la sobriété désirable, abonne-toi à la newsletter, ça va chauffer.